Bonjour à tous. Il y a un grand sujet en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture? Pourquoi les agriculteurs sont autant en colère? Donc, on a 100 000 fermes qui ont disparu lors des 10 dernières années. On a un représentant de la coordination rurale qui a dit récemment, je l'ai entendu, qu'il y a 2 tiers des agriculteurs en difficulté. Donc, la France agricole est en crise. Nos éleveurs et agriculteurs, ceux qui nous nourrissent, le gardien de nos terres et de nos traditions, sont à bout. Donc, ce soir, nous allons entendre leurs cris de colère. Donc j'ai 2 invités qui sont 2 combattants, 2 personnalités de la cause paysanne. Parce qu'ils ont chacun un combat qui est très connu, mais pour des raisons tout à fait différentes. Donc j'ai Sébastien Béraud. Bonjour Sébastien Béraud, je vous présente, vous êtes un éleveur de vaches et vous cultivez vos céréales pour les nourrir. Pendant les grandes manifestations paysannes de février-mars 2024, vous êtes fait connaître parce que vous avez décrit avec des mots très justes les causes de la mort de l'agriculture française. Donc, on vous écoutera là-dessus nous expliquer ce qui se passe. Donc, bonjour à vous. Bonjour Philippe et merci de votre invitation. De rien. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Donc, vous êtes un éleveur qui a eu d'énormes difficultés et, euh, et qui a des propos très intéressants et tout à fait sensés. Voilà. Très loin de l'homme d'extrême droite, on va en arriver. Vous êtes décrit comme un homme d'extrême droite et j'ai pas du tout vu ça en vous regardant dans les différents médias. En fait, vous êtes un éleveur de cochons laineux dans le tout petit village de Montjoie, en Tarn-et-Garonne. Vous me corrigez si je me trompe. Je vais résumer donc l'histoire incroyable qui vous est arrivée parce qu'elle dit tout de notre époque. C'est la bataille d'un agriculteur, d'un Français en fait, comme les autres, contre des représentants de la caste, l'oligarchie, qui veulent le détruire, qui lui font tout pour qu'il abandonne sa ferme. Donc, cette histoire, elle commence en 2017, où vous achetez une ferme pour élever des cochons laineux et en vivre, et faire de la viande de qualité. Malheureusement, vous avez un lord qui a une ferme, enfin, qui a une maison, une belle demeure juste à côté, qui est extrêmement influent, qui est très riche, dont même vous dites que la fille a été invitée au mariage royal. Donc, c'est dire. Et ce représentant de la casse qui va de temps en temps dans sa belle demeure et qui la loue le reste du temps à Airbnb à prix absolument excessif, comme vous me le disiez tout à l'heure, en fait, ne veut pas qu'il y ait un éleveur, un gueux, qui élève des cochons à côté de chez lui. C'est pas possible, quoi. Le problème qui vous arrive, c'est qu'en plus, il est de connivence avec le maire de Montjoie, c'est ce que vous expliquez, lui-même en connivence avec Jean-Michel Bellet, l'homme le plus puissant de l'Occitanie, puisque c'est un ex-ministre, un ex-sénateur, mais surtout qu'il est propriétaire des journaux les plus influents, les journaux régionaux les plus influents, dont la Dépêche du Midi. Donc, à ce moment-là, il vous arrive malheur sur malheur, parce que le chemin qui va à votre ferme est muré. Vous ne pouvez pas y accéder. Il vous reste qu'un tout petit chemin. Donc, ça, c'est le problème. Ce qui vous pose évidemment un énorme problème. Donc, vous gagnez évidemment au tribunal administratif, mais le maire s'acharne sur vous et prend décret administratif pour vous en empêcher, entraînant procès sur procès pour que vous soyez dans l'incapacité d'accéder à votre ferme. Et là, ça va tellement loin qu'il y a même un commando armé qui débarque sur votre terre. Là, on frise la folie et qui vous menace. Et comme vous avez un incroyable esprit d'à-propos, c'est ce qu'on va voir dans l'émission, en fait, vous arrivez à retourner la situation en confrontant les protagonistes. Et tout ça se finit devant la police et le tribunal. Ensuite, ça continue parce qu'on peut penser que c'est fini. Vos 105 cochons meurent d'une maladie rare, sont empoisonnés. Et le maire refuse de vous les faire enlever pour équarrissage. Vous n'avez pas de chemin correct puisqu'il vous a enlevé la possibilité de prendre ce chemin. Et là, vous faites un truc assez extraordinaire comme Trump, comme les républicains l'ont fait en envoyant les migrants qu'on envoyait au Texas, en les renvoyant à New York. Vous vous dites, bon, écoutez, on va montrer la réalité. Quelqu'un vous filme, je pense que c'est votre femme, et on vous voit courageusement monter avec votre cochon de 90 kilos sur les épaules jusqu'au bureau du maire. Vous lui parlerez de façon très calme et très sensée de vos problèmes. Et le maire pianote sur son téléphone portable et son ordinateur portable. Et vient à ce moment-là le moment, donc apparemment vous en êtes sorti, vous allez me le dire, mais ce qui est très important et qui dit tout de notre époque, vient le moment d'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes victime de ces gens, mais comme vous étiez porte-parole de la Confédération paysanne, si je ne me trompe pas, donc plutôt à gauche, et d'un coup, tout le monde, tous les médias commencent à vous traiter de faf, d'extrême droite et de facho, quoi. Jusqu'à France 3, parce que j'ai lu un article tout à l'heure. Donc, moralité, si vous êtes un simple Français qui se bat pour survivre, la caste tente de vous détruire, et si elle n'y arrive pas,
en fait, elle va vous traiter d'extrême droite, de facho et de vous assimiler au pire personnage de l'histoire récente, c'est-à-dire Hitler. Voilà ce que vous avez subi. Est-ce que vous vous en êtes sorti? Est-ce que ça va mieux? Dites-nous en quelques mots si ça se passe mieux maintenant. Oui. Bon, alors, quelques petites précisions, en fait, je vais essayer d'être très très court, mais pour éviter les erreurs. Bon, concernant mon voisin britannique, oui, en fait, sa fille est mariée carrément à l'ex de Kate Middleton, un baron anglais, voilà, multimillionnaire. Le chemin d'accès, c'était pas pour ma ferme, c'était pour mes bois, puisqu'en fait, j'ai acheté simplement des bois que j'ai viabilisés et où maintenant j'ai créé une ferme. Bon, après, il y a eu quelques imprécisions, mais c'est sans importance. Les gens que le sujet Mhm. intéresse pourront aller se documenter. Alors oui, effectivement, j'ai été à la Confédération paysanne. Maintenant, je suis porte-parole, mais à la coordination rurale. Parce qu'en fait, c'est les deux syndicats qui défendent les petites fermes. Et que quand j'étais à la conf, j'avais de très bons amis à la coordination rurale. Donc voilà. La Confédération paysanne, même si je n'étais pas à la France insoumise et que les gens savaient que voilà que j'étais catholique et patriote, ça leur allait bien. Mais en fait, je n'arrivais pas à m'en sortir, je n'arrivais pas à être médiatisé. Et c'est mon ami, le youtubeur Papacito, voilà, qui m'a littéralement sauvé la vie en me mettant en avant. Et donc à partir de là, vu que c'est lui qui me mettait en avant, j'étais devenu un nazi. D'ailleurs, à la Confédération paysanne, on m'a demandé de partir, hein, suite au fait que j'ai été mis en avant alors que c'est un combat vraiment on ne peut plus symbolique de la lutte des classes. Je veux dire, quand c'est un paysan qui se bat contre un noble britannique et un maire véreux et Jean-Michel Bailey. D'ailleurs, pour Jean-Michel Bailey, vous avez dit qu'il avait été ministre et sénateur, mais il a été aussi secrétaire d'État, député, conseiller régional. Il est maire. En gros, la mairie où il est, sa famille tient la mairie depuis 120 ans. Sa famille a tenu 70 ans d'affilée notre conseil départemental. Il est aussi président de la communauté de communes. Enfin bref, et au niveau des médias, c'est le premier patron de presse régionale de France avec La Dépêche, L'Indépendant, Midi Olympique, Midi Libre, etc. Donc où j'en suis, bah, j'ai été attaqué et traîné dans la boue, mais en fait ces gens, j'ai donné un nombre de casseroles colossal sur eux, de magouilles, de tout ce qu'on veut. Ils ne m'ont jamais poursuivi en diffamation, mais ils m'ont attaqué pour outrage et cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement vient du fait que sous les vidéos que j'ai pu publier, des gens ont mis des commentaires colériques. Mais en fait, enfin, quand on voit ce que j'ai vécu, enfin, c'est un peu logique que les gens soient énervés. D'ailleurs, les cagnottes qui ont eu lieu ont été des succès au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, tout simplement du fait de toutes les preuves qu'on a amenées et du scandale que je vivais. Donc c'est bien logique si les gens donnent dans une cagnotte parce qu'ils sont choqués, qu'en commentaire ils disent pas à ce maire quel être humain formidable. Donc voilà, donc ça, c'est en appel, ça va bien se passer. Mais là maintenant, c'est leur tour d'être au tribunal, notamment le rédacteur en chef de la Dépêche du Tarn-et-Garonne et le fils de Monsieur Bailey, qui sont mis en examen pour diffamation, etc., etc. Les cagnottes, pour faire très court, vu que c'est quand même pas le sujet du jour, m'ont permis de sauver ma ferme, de remettre des animaux, de sécuriser ma ferme, et en même temps de mettre près de 275 000 euros dans une association qu'on a créée pour venir en aide aux paysans en détresse et pour laquelle on va essayer d'obtenir le statut d'utilité publique, ce qui nous permettrait du coup de lever des fonds encore plus importants et d'aider encore plus de paysans. Voilà. Et donc, ce qui m'a fait connaître, c'est cette médiatisation par Papacito et le Salon de Vous n'aviez pas le l'Agriculture choix, en l'année fait. dernière. Vous Ah ben n'aviez pas oui, le mais choix, finalement. On vous a ben en fait, reproché. La seule façon Hugo, de survivre, c'était de vous faire médiatiser. C'est pour ça que vous avez tourné cette vidéo et les vidéos avec Papacito. C'était votre seule façon de survivre contre des gens qui vous écrasaient, qui vous auraient mis par terre et détruit, quoi, de toute manière. Donc, personne ne peut vous le reprocher. Mais je montrais bien que vous n'êtes absolument pas d'extrême droite et qu'en fait, c'est ce qui en est ressorti par les médias. C'est la façon de salir les gens qui combattent, en fait, pour une cause qui est juste, quoi. La leur, d'ailleurs, dans ce tout à cas-là. fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais donner, voilà, la dernière précision que je voulais donner, c'est que le cochon que j'ai amené sur le bureau du maire, en fait, c'était pas lié à la maladie qui a tué tout mon cheptel, c'est qu'avant, un mois avant que mon cheptel tombe miraculeusement malade et qu'il n'y ait aucun cas autour, en fait, on m'a abattu des animaux à coups de fusil et on m'en a empoisonné un, probablement avec de la mort au rat.
D'ailleurs, il y a eu le parquet qui a. Enfin, moi, j'ai fait 90 heures de garde à vue depuis le début de l'année, je suis rodé. Le parquet qui était très zélé me concernant, concernant l'animal que j'ai déposé sur le bureau du maire, le parquet a mis 3 semaines à valider le devis d'autopsie, ce qui fait qu'au bout de 3 semaines, ça servait plus à rien de l'autopsier. Donc l'autopsie dit qu'en fait, on peut pas savoir les causes étant donné que l'animal a faisandé. Donc voilà, c'est très intéressant vraiment des fois la justice française. Mais dans mon dossier, il y a plein de trucs comme ça. Et comme je vous disais, c'est pas le sujet du jour. Et donc j'ai eu l'occasion de D'accord. rencontrer Sébastien Béraud justement au Salon de l'Agriculture l'an dernier, où c'est là que j'ai été encore plus connu. Et voilà. Super. Bon, en tout cas, vous avez fait quelque chose de bien du fait que vous avez été connu, c'est que vous avez sauvé votre ferme et que vous allez sauver d'autres agriculteurs avec votre projet. Donc, c'est une excellente chose. Alors, on va commencer l'émission proprement dite. Donc, l'histoire, c'est, on va essayer de parler vrai et de dire pourquoi les agriculteurs sont en colère et quelles sont les solutions après pour un avenir meilleur pour les agriculteurs et notre agriculture. Donc, je vais poser la première question à Sébastien Béraud. Est-ce que vous, Sébastien Béraud, agriculteur, est-ce que vous en sortez financièrement? Est-ce que votre métier d'éleveur vous rapporte de quoi vivre ces dernières années? Voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Eh bien non, malheureusement. Heureusement que ma femme, elle travaille à côté pour faire cuire la marmite, parce que nous, quand on a payé un peu les emprunts, le GNR, l'électricité qui a été multipliée par deux, il y a 2 ans de ça, on payait 1 000 € par mois, là on est passé à 2 000. Voilà, voilà, ça a doublé. Les engrais, les fermages, ils prennent 5% par an parce que vu qu'on a enlevé la taxe d'habitation dans les communes, eh ben, ils se vengent sur la taxe foncière, personne n'en parle. Donc, les propriétaires augmentent la taxe foncière, et ben c'est nous les fermiers qui payons l'addition. Donc non, on n'en vit plus, on survit. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'avec Pierre Guillaume, on se bat, on essaye de porter notre voix pour défendre tous ces paysans, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent plus défendre, qui se suicident. On a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent. Donc ça, on peut plus le supporter dans nos campagnes. C'est un crève-cœur. Et donc, on se doit de porter notre voix et d'être entendu. On a chacun un peu notre parcours différent, mais au final, on est sur la même ligne de conduite. On est des paysans, on est des habitants de ce pays, et on veut pas que cette France, elle crève. Parce que là, on est à la fin d'une civilisation. C'est grave ce qui se passe. Parce qu'on a rebaptisé ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté alimentaire, alors qu'on signe des traités de libre-échange régulièrement et que la France n'est plus souveraine, puisque 70% de la consommation des Français, elle est importée, aussi bien intracommunautaire qu'extracommunautaire. Avant de rentrer dans cette Europe, on était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale. Et aujourd'hui, donc, on fait partie du tiers-monde parce que il y a des pays, beaucoup de pays qui nous doublent, parce qu'on a laissé tomber l'agriculture. Il n'y a qu'à voir dans nos campagnes, il n'y a plus personne. On Pour en représente moins revenir d'un vraiment pour au cent. sujet de vous, avant de parler du contexte international, vous, vos prix, ils ont tendance à baisser sur le moyen terme. Les prix auxquels vous vendez vos vaches, par exemple, votre viande, est-ce que ça baisse, ça monte? Comment ça se passe, quoi? Parce que vous dites, Ben, vous en n'arrivez fait, pas à encaisser les charges. ça a tendance à se maintenir, voire à augmenter. Mais vu que les charges ont flambé et que tout le matériel, c'est incroyable. Pierre Guillaume pourrait vous le dire. Hein, il y a de l'informatique de partout, ça nous coûte énormément cher. C'est des tracteurs à la des Blue qui nous coûtent 15-20 000 € en plus. Bien souvent, il faut le faire enlever, ça nous coûte encore cher pour le faire enlever. C'est l'Europe qui nous a imposé ça. Dans les autres continents, ils n'ont pas ça. Après, voilà, c'est trop, tout est cher. Vous faites venir un mécano pour réparer un tracteur, il arrive déjà les mains dans les poches, c'est déjà 150 € de déplacement, tout. Donc, tout est cher. Et on ne peut pas répercuter nos coûts de production parce que c'est l'industriel qui nous achète les produits en fonction de la bourse, en fonction de l'Organisation mondiale du commerce. On n'a pas la main mise sur la vente de nos produits. C'est ça qui est dramatique. On est la seule profession qu'on ne peut pas vendre en dessus de nos coûts de production. Tous les autres métiers, ils n'ont pas besoin de livrer avec des primes. Un mécano, un boulanger, il vend ses produits en fonction du coût de l'énergie, du coût du travail, et puis voilà. Ah, je comprends. C'est le problème des coopératives qui sont au-dessus et qui imposent des prix bas, en fait, et qui sont, et comme elles sont en oligopole, elles imposent des prix bas. Euh, Pierre-Guillaume Mercadal, vous, est-ce que vous en sortez financièrement avec votre élevage de cochons qui est plutôt, voilà, qui sont plus chers, quoi, hein, c'est très qualitatif ce que vous faites. Et est-ce que votre métier vous rapporte de quoi vivre? C'est la première question, quoi. Alors, moi, pour être très honnête avec vous, moi, il y a 2 points qui font que je ne peux pas vous répondre au même titre que Sébastien.
Le premier, c'est que bah, le fait que les gens m'aient sauvé, ça m'a permis de réaliser, d'améliorer mon exploitation en faisant des investissements supplémentaires et de solder mes crédits. Ce qui fait que déjà, j'ai une situation du coup qui est vachement favorisée par rapport à celle de la plupart de mes collègues, il faut l'admettre immédiatement. Ensuite, on m'a tué tous mes animaux il y a 6 mois. Donc, je viens de reconstituer un cheptel. Je suis censé commencer à transformer là dans quelques semaines, au début du mois de décembre. Et donc, à vendre avec les temps de salaison et tout ça, avec moi, je ne souhaite pas faire de viande fraîche, c'est vraiment que de la salaison et de la conserve. Je vais commencer à vendre, je pense, au mois de février. Donc, je ne peux pas vous dire. J'espère que je m'en sortirai, mais une fois de plus, mon cas est très différent parce que moi, je suis sur de la petite production artisanale et du fait d'avoir été médiatisé comme ça, il est fort probable que j'arrive à m'en sortir pas trop mal en vendant sur Internet. Donc voilà, tout ça est à la grâce de Dieu, on verra bien, mais sachez que je partage chaque mot de l'analyse qu'a donné Sébastien. Il a parlé très juste hein, pour le coup. Et en fait, c'est les gens qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu médiatiquement, qui aiment votre cause, qui vont vous acheter probablement une partie de vos salaisons. C'est là-dessus que vous comptez. Donc, c'est très particulier. Et vos voisins dans le Tarn-et-Garonne, vous constatez les mêmes choses que ce que constate Sébastien Oui. Béraud, quoi. Mais oui, et puis surtout que nous le Tarn-et-Garonne, c'est le département, l'un des départements les plus pauvres de France. On a assez peu d'élevage, mais on a beaucoup, beaucoup d'arboriculture, et après, c'est céréales et maraîchage. Et pour les céréales, c'est une année catastrophique au dernier degré chez nous. Et en arbo, ça dépend des productions, mais c'est pas glorieux non plus. Bon, après, vraiment, ça dépend des productions, donc on va pas rentrer dans le détail, mais oui, non, les collègues, enfin, si vous saviez le nombre d'amis que j'essaye d'aider parce qu'ils sont dans des situations catastrophiques au niveau financier, qu'ils ont plus, qui n'ont plus d'espoir. Et le problème, en fait, c'est toute la politique du gouvernement, ce que commençait à dénoncer Sébastien tout à l'heure, qui fait qu'on se bat contre une concurrence où on ne peut pas gagner puisqu'on se bat les yeux bandés et les mains attachées dans le dos, en fait. Donc, parce que nous et Sébastien, c'est pareil, enfin, je pense qu'il me rejoindra. Le problème des agriculteurs français, c'est pas les normes au sens de pouvoir les mettre en place. Le problème qu'on a, c'est que vous avez les normes européennes, qui sont déjà une première base, et après, vous avez toutes les normes françaises pour laver toujours plus blanc que blanc. Ce qui fait que, je vous prends un exemple tout bête, par exemple, au niveau des céréales, ou de l'arbo, il y a des produits qui sont interdits en France depuis plus de 40 ans, qui sont autorisés en Espagne. Les Espagnols les utilisent. Comme, par exemple, Ils un produisent exemple, en nom de produits. Alors, vu que je les utilise pas moi-même, je vais pas vous donner, mais il y en a des très connus. Peut-être que L'atrazine, Sébastien aura des idées. Trazine. l'atrazine sur maïs. Ça fait Voilà, 20 ans par qu'il est exemple. interdit en France et il est fabriqué en France et il est vendu en Espagne. Un produit Merci extrêmement l'Europe. dangereux d'ailleurs, hein. Un produit extrêmement dangereux, celui-là, hein, qui pose des problèmes d'hormones, hormonaux, qui est un perturbateur endocrinien, d'accord, et qui a été interdit en France, effectivement. En arbo, il y en a un dont je n'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il est interdit depuis réellement plus de 40 ans en France. Et donc, c'est libre à la vente en Espagne. Donc, les mecs produisent en utilisant ces produits, ce qui leur permet, même si leurs produits sont plus toxiques, de produire, d'avoir de meilleurs rendements, d'avoir des cultures, voilà. Et quand leurs produits passent la frontière, ben c'est bon. C'est pas un problème qu'il y ait eu de l'atrazine ou ce que vous voulez comme produit dedans. À partir du moment où ça vient d'Espagne, c'est bon, ils respectent les normes européennes, donc ils peuvent passer nos frontières. Mais nous, on peut pas produire comme ça. Et eux, sachant qu'en plus, ils n'ont pas les mêmes normes, on connaît un peu la France au niveau des charges sociales, des coûts de main-d'œuvre et tout ça. Ils n'ont pas les mêmes coûts au niveau social que nous, ils n'ont pas les mêmes normes à respecter, mais ils peuvent nous concurrencer d'égal à égal dans tous les supermarchés, en fait. Donc, comment vous voulez faire face à ça? Aucune catégorie socio-professionnelle en France ne peut gagner un tel combat, c'est impossible. Que les gens s'en foutent de la colère des agriculteurs, que les gens s'en foutent des paysans, pourquoi pas? Non, mais franchement, pourquoi pas? Mais en fait, chaque Français devrait être vent debout devant le Mercosur, en fait. Parce que Sébastien a dit tout à l'heure qu'on consommait majoritairement des produits, surtout dans la grande distribution, qui viennent de l'étranger, et il a raison. Mais la France est encore en capacité largement de nourrir sa population. Mais avec le Mercosur, c'est cette capacité qu'on va perdre. La souveraineté alimentaire, ce sera terminé. C'est quand même la base de la politique mise en place par le général de Gaulle, et c'est la base de la puissance de n'importe quel État. Parce que le jour où on dépend des autres pour bouffer, pas parce que ça se vend mieux, ça se vend moins bien, parce qu'on n'a plus l'outil de production, déjà pour en recréer un, je vous raconte pas la galère,
Mais surtout, les pays qui nous fournissent en aliments, ils nous font danser après. C'est-à-dire qu'après, même au niveau de nos lois, on votera ce qu'ils veulent bien qu'on vote. Parce que sinon, on ne bouffera pas. Il faut vraiment réaliser ça. Le monde, il n'est pas gentil, on ne vit pas chez les bisounours, hein. Si les gens ne se réveillent pas, là, on est vraiment à un tournant critique. Là, ce qui se joue maintenant, c'est vraiment la fin de la souveraineté alimentaire et la fin de l'agriculture telle qu'on la connaît. Tous les coteaux, toutes les zones un peu difficiles, tout le monde va crever, hein. Je Ouais, je vous le signe, comprends. hein. Ouais, je comprends. Et vous, Sébastien Béraud, est-ce que vous pensez, je vais faire le naïf, est-ce que vous pensez que l'Union européenne protège les agriculteurs? Bon, on dit par exemple que la politique agricole commune, en fait, l'Europe, elle donne de l'argent aux agriculteurs. Donc, est-ce que vous pensez d'abord que l'Europe, elle protège les agriculteurs et on viendra sur les traités de libre-échange et sur votre position après? Ben, on peut pas dire qu'elle protège les agriculteurs, puisque depuis qu'on a la PAC, il n'y a plus d'agriculteurs dans les campagnes. Donc, si elle les protégeait, ils seraient encore là. Elle a protégé beaucoup les céréaliers au départ, parce que les primes étaient données sur les hectares qui produisaient le plus. Donc, c'était pas dans le Tarn-et-Garonne ni dans le Massif central. C'était souvent dans la Beauce, des céréaliers qui faisaient du maïs et du blé, qui avaient beaucoup de rendement et qui avaient les plus grosses primes. Donc, déjà, c'était pipé d'avance. Donc, après, ça s'est un petit peu rééquilibré. Mais au final, ça s'est pas rééquilibré assez vite parce que l'élevage, il a disparu dans les trois quarts de la France. Il reste juste de l'élevage là où on peut pas labourer les terres, comme dans le Massif central, les Vosges, un peu en Bretagne, là où il y a de l'eau. Mais maintenant, la France, c'est une terre vraiment de céréales et de maïs. Le problème, c'est plus pour nourrir nos peuples, c'est pour faire de la méthanisation. Donc, on est en train de changer de la voie du monde agricole, du monde paysan. C'est plus des paysans maintenant, c'est des agriculteurs industriels qui sont là pour fabriquer l'énergie verte de demain. D'ailleurs, on le voit, et je pense que Pierre Guillaume, c'est pareil, on a souvent des propositions pour mettre des champs de panneaux photovoltaïques, pour mettre des éoliennes. Moi, j'ai été souvent contacté pour faire de la méthanisation, mais pour moi, il ne faut pas aller sur ce créneau-là. Sinon, c'est cracher sur la figure de De Gaulle. Voilà, on est des Français, on doit se nourrir par nous-mêmes. Normalement, toutes les communes, elles ont un décab, c'est-à-dire qu'en cas de mauvaise euh, d'une guerre, tout ça, on doit se subvenir à nos besoins. Et la France, elle doit subvenir à ses besoins. Je vous dis, à l'avenir, on n'est pas à l'abri d'une guerre ou d'un vrai problème, un séisme, on ne sait pas. Et on sera plus en capacité de se nourrir, puisqu'on aura perdu notre. Il n'y aura plus les paysans ou les terres, elles partiront pour faire d'autres choses, pour faire des biocarburants. Prenons l'exemple des biocarburants, que ce soit du thon-sol ou du colza. Le, il faut plus d'énergie pour fabriquer un biocarburant euh, parce que les biocarburants, il n'y a que le bio, le nom de bio. Parce que pour produire du colza, il faut des tracteurs qui tournent au gasoil, il faut des pesticides, il faut des engrais. Donc, le ramener au litre de production, ça, c'est pas rentable par rapport à du gasoil. Et donc, au final, on nous amuse avec l'escrologie. Et tout ça, ça vient de l'Europe qui veut nous imposer 30% d'énergie renouvelable en 2030. Et pour y arriver, on est obligé de se servir du monde paysan. Moi, je pense que c'est une grave erreur parce qu'on perd notre souveraineté alimentaire. Ah, je comprends. Et avec le risque, en cas de crise inédite, de situation chaotique, que ça devienne difficile d'avoir de la nourriture en France et surtout de la nourriture à un prix que peuvent se payer les Français, quoi. C'est tout le risque, quoi. Et pourquoi, Sébastien Béraud, les agriculteurs français dénoncent les 77 accords de libre-échange qui ont été signés, déjà par l'Union européenne, et pourquoi ils dénoncent encore plus ce que disait Pierre-Guillaume Mercadal, le traité sur le Mercosur? Mais je pense que déjà, on aurait pu se réveiller avant, du moins les syndicats, parce que ça date depuis 20 ans, je crois, le traité du Mercosur. Et là, on arrive le 18, ils attaquent les négociations. Donc, c'est vraiment un moment. Mais moi qui suis allé au Brésil il y a un mois et demi, pour moi, c'est comme c'était signé, parce que depuis l'après-guerre, on a du soja OGM qui vient par millions de tonnes, parce que c'était des accords conclus avec l'Amérique. Euh, ils sont en capacité d'acheter de plus en plus de voitures parce qu'ils ont un niveau social économique qui augmente, les 220 millions d'habitants du Brésil. Donc, ils espèrent que l'Europe, l'Allemagne, la France, on leur fourgue nos voitures. C'est ça, ce problème, c'est ces accords mondialistes. Et puis, il faut dire que le Brésil, moi, pour y être allé, ils sont en capacité aujourd'hui de nourrir 2 milliards d'habitants, un quart de la population, avec 60% de forêt amazonienne. Il suffit juste qu'ils se mettent un peu à déforester et ils sont capables de nourrir la moitié de la population mondiale. Donc, et on ne peut pas concurrencer ces personnes-là parce qu'ils font 3 cultures la même année dans la même parcelle. Je pense que Pierre Guillaume ou chez moi, quand on a fait une bonne récolte, déjà on est content, surtout cette année. Donc eux, ils vont récolter le soja au mois de janvier. Au mois d'avril, ils vont récolter le blé et au mois de septembre, ils récoltent le maïs. Donc c'est juste incroyable. Donc il faut pas
vouloir concurrencer des pays comme ça. Il faut les laisser tranquilles. Comme Trump, il a décidé de faire, c'est très bien. On ferme les frontières à l'immigration et aux produits agricoles, et chacun chez soi. Et comme je dis, les vaches seront bien gardées. Alors, une question à celui qui veut y répondre. Est-ce que les normes agricoles au Brésil, donc on va importer des produits du Brésil, est-ce qu'on a les mêmes normes agricoles? Est-ce qu'ils produisent dans les mêmes conditions que les Français ou pas du tout? Est-ce qu'on va manger en gros de la malbouffe brésilienne dangereuse ou est-ce qu'en fait c'est les mêmes produits? Mais non, déjà Alors, les vaches elles sont toutes élevées aux hormones dans des paddocks de 1000 vaches. Nous déjà, quand on a 100 vaches, déjà on se fait montrer du doigt qu'on en a trop, le bien-être animal, tout ça, c'est de la foutaise. Et puis les cultures qu'ils font, eux, pour gagner du temps, pour perdre un minimum de temps entre chaque culture, c'est très facile. Quand la récolte elle va être presque mûre, ils font peut-être un coup de glyphosate. Comme ça tue les mauvaises herbes, ça tue tout. Et ils repartent, dès qu'ils ont moissonné ou récolté les céréales, eh ben, ils passent avec des grands semoirs larges en culture en direct, puisque vu qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, ils n'ont pas besoin de labourer, ils passent avec des grandes largeurs en travail superficiel et simplifié, mais parce qu'ils peuvent utiliser beaucoup de chimie. Nous, on voit bien que dès qu'on en utilise, ça ne plaît pas aux consommateurs, donc on se limite. On pourrait peut-être, mais on a du bon sens paysan et puis on est d'accord. Je pense même Pierre Guillaume que si on met 3 fois du glyphosate sur la même parcelle la même année, ça va durer qu'un temps. Voilà, il faut. Nous, le bien le plus précieux qu'on a les paysans, c'est notre terre. Et notre terre, on l'a reçue dans de bonnes conditions, on doit la transmettre dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que je me bats aussi contre la méthanisation, parce que le but de la méthanisation, c'est d'enlever le carbone, et tout ce carbone qu'on enlève, on ne le retourne pas au sol. Et le plus important dans le sol, c'est le rapport azote sur carbone. Donc, on fait tout à l'inverse. On est dans la valeur inversée. Et là, on est en train de perdre notre agriculture. vous êtes d'accord avec ça, Alors, Pierre-Guillaume? oui, bah, tout à fait. Après, bon, au niveau des pesticides et autres, moi, je pense en fait que la France a largement les moyens de s'autosuffire, que qu'il suffirait de faire un petit peu de protectionnisme Ah, enfin, pour l'agriculture. Bon, sur ça, il y a plusieurs solutions qu'on va probablement évoquer un peu après. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ce que vous avez dit au niveau du Brésil, les escrocs patentés vont vous parler de clauses miroirs, donc du fait d'aller contrôler. Alors, il faut quand même imaginer une chose, c'est que les produits qui arrivent du Brésil, c'est pas Miguel, petit paysan brésilien, qui nous envoie ces produits en fait. C'est des mecs un peu comme ce qu'on a fait dans les pays de l'Est, c'est des mecs français, américains, ce que vous voulez, qui, vu que la terre ne coûte rien là-bas, ont des propriétés qu'ils appellent même plus des fermes, ils appellent ça des bases. Les mecs se déplacent en hélicoptère, hein, où ils ont des dizaines de milliers d'hectares. Et donc, vous voulez, vous non, mais on veut nous faire croire que des fortunes colossales dans des pays un petit peu sensibles comme ça, on va leur envoyer des contrôleurs, que les contrôleurs vont aller tout fouiller et qui vont nous rendre un rapport bien honnête. Quand on voit les niveaux de vie de ces pays-là et la fortune de ces gens, acheter le contrôleur ou lui expliquer avec des outils adéquats que si le contrôle n'est pas favorable, sa carrière va très vite s'arrêter, c'est d'une facilité déconcertante pour ces gens-là. Donc en fait, les contrôles ne valent absolument rien. Déjà, aller faire un contrôle où on est sûr que le contrôleur n'est pas acheté, ne serait-ce qu'en Pologne, c'est une vaste blague. Alors au Brésil, voilà, n'en parlons pas. Bien évidemment, leur agriculture est une catastrophe au niveau environnemental, sans parler en plus des tankers pour nous ramener tout ça. Et après, je rejoins aussi Sébastien sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous pousse avec des solutions qui parfois peuvent être intéressantes financièrement, à arrêter notre métier, à artificialiser nos terres qui pourtant ont pour vocation de produire de la nourriture, soit en mettant du photovoltaïque dans des champs, ce qui est une ineptie. Enfin, pour moi, on mettra du photovoltaïque dans les champs quand on aura recouvert les toits de toutes les grandes surfaces et tous les parkings de France. Là, on verra s'il y avait un besoin. Et on va pas rentrer dans le débat des énergies, mais bon, bref. Et après, au niveau de la méthanisation, c'est ça, c'est qu'on en est pour, en fait, via des systèmes de subventions européennes pour atteindre des objectifs de l'Europe, on en est à demander aux mecs de produire des céréales pour derrière les amener dans des méthaniseurs pour faire un biogaz. Mais c'est une connerie sans fin, hein. C'est aussi écologique que les voitures électriques aux batteries aux terres rares et compagnie, qui ont un coût environnemental Ouais, qui sont catastrophique à produites la au charbon en fabrication. plus. Et qui sont produites au charbon, quoi, en plus, en Pologne ou en Chine, hein, effectivement. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous demande, on vous demande d'être écologique, d'avoir des normes, parce que les Français le veulent. Et finalement,
Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, parce que comme vous Non, c'est dites, pas, mais c'est pas. Sébastien, il faut avoir une terre propre et laisser une terre propre derrière. Mais la question, Le c'est est-ce qu'on premier peut faire du médicament, libre-échange et en le même temps premier être médicament, écologique? c'est ce qu'on mange. Si je peux me Ouais. permettre, le premier médicament, c'est ce qu'on mange. Ouais. Donc en fait, est-ce qu'on peut faire à la fois être écologique et faire du libre-échange avec le reste de la planète, quoi? C'est la question, Sébastien Béraud. Non. Pour moi, l'écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po pour le comprendre. Juste du bon sens paysan. Moi, je pense que c'est ça qui manque en haut lieu, là, tous ces cravatés. Il leur manque beaucoup de bon sens paysan. Quand on dit, quand Van der Leyen elle nous dit que nos vaches elles polluent, elles pètent trop, elles rôtent trop, ok. Il n'y a jamais eu aussi peu de vaches en France. Donc, faut arrêter de faire croire que c'est les vaches qui sont responsables du réchauffement climatique. Je pense que c'est plus les tankers qui émettent des dioxines et des dioxydes et des NOx. Et ça, je pense, c'est vraiment pas bon. Faut pas s'étonner qu'il y a autant de cancers et de malades. Hein. Non, je comprends. Euh, alors, je vous propose qu'on passe aux solutions maintenant. Est-ce que, donc on va ouvrir les discussions dessus, est-ce que Pierre-Guillaume Mercadal, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez comme solution est-ce que vous avez des idées de solutions globales pour l'agriculture? Est-ce que vous pensez que les circuits courts, c'est une solution parmi d'autres ou la solution? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme solution pour l'agriculture, pour un monde meilleur en France, quoi? Alors, les circuits courts, c'est une solution, oui, mais qui n'est pas forcément adaptable à toutes les fermes. Mais en fait, pour adapter, en fait, c'est des problématiques différentes. La question de la distribution et des circuits courts, ça demanderait un travail absolument colossal, mais faisable, mais très compliqué vu le poids de ces gens-là, avec le lobby, en gros, si vous voulez, de la grande distribution, qui a un poids absolument colossal. Hein. Vous les verrez pas souvent être très critiqués dans les médias. Euh, c'est pour l'aspect rendre les circuits courts possibles. Voilà, c'est revoir tout le système de distribution alimentaire, toute l'organisation au niveau national. Là, on part dans un truc très, très chevelu, mais pourquoi pas? C'est très long, Moi, quoi, en je fait. crois pour le coup, si j'ai rejoint la coordination rurale, c'est parce que je crois à leurs solutions. Et les solutions qui sont proposées, c'est quoi? C'est créer ce qu'on appelle l'exception agriculturelle. En gros, en s'inspirant de l'exception culturelle. Voilà, créer cette exception pour protéger et nous sortir en fait du système un peu de concurrence, de libre-échange et autres, sortir l'agriculture française de là pour garantir notre souveraineté alimentaire et la qualité de ce qu'on mange. Ce qui ne veut pas dire ne rien importer, mais importer ce dont on a besoin. Un peu dans le genre de ce que peuvent faire les Suisses, par exemple. Si on n'y arrive pas, si ce n'est pas possible, il reste deux autres solutions mais qui vont être encore plus longues. Il y en a une, c'est de sortir l'agriculture française de l'OMS. Et sinon, De la seule l'OMC, vous autre voulez dire, solution, ou de l'Union européenne? oui, de l'OMC, pardon, j'ai bugué, je sais pas pourquoi je dis OMS, de l'OMC. Et si ça, ce n'est pas possible, bah, tout ce qui reste après, c'est de sortir de l'Union européenne. Mais on n'a que ces trois solutions, sauf que l'exception agriculturelle, c'est quelque chose que si le gouvernement, alors je doute qu'il en soit capable d'avoir de la bonne volonté, mais si on arrive à forcer la main du gouvernement et qu'on arrivait à avoir un vrai soutien populaire, notre solution d'exception agriculturelle, c'est faisable en moins d'un an ou en un an. Est-ce que Sortir de l'Europe, ça prendrait au moins 3 ans, si vous voulez. alors, vous pensez que, en fait, ce que vous préconisez, c'est que le gouvernement français pousse pour une exception agriculturelle au sein de l'Union européenne et qu'en fait, l'Union européenne, les 26 autres pays disent oui à l'exception agriculturelle. Oui, mais en fait, c'est pas un truc, faut pas leur demander leur avis, en fait. C'est qu'à un moment donné, on est la France, et bon, ça demande d'avoir un dirigeant qui a un peu d'épaule. Est-ce que notre président a des épaules? Ça, je m'interroge. Mais si on joue au bras de fer avec l'Union européenne, en fait, l'Union européenne, s'il n'y a plus la France, elle est finie, l'Union européenne. Donc l'Union européenne ne va pas exploser sur l'autel de l'agriculture française, en fait. Donc pour moi, c'est juste une histoire de rapport de force et de volonté politique. Si Macron était vraiment contre ces accords-là, il a des moyens de pression sur l'Union européenne absolument terribles. S'il menaçait Mamie van der Leyen d'un référendum pour sortir de l'Europe ou de X choses de ce style-là, l'Europe aurait une toute autre réaction. Et puis, il faut quand même savoir que nos voisins européens sont tous en train de péter les plombs. Parce que ce qui se passe avec le Brésil, ben là, même les Espagnols, ils sont touchés. Nous, la concurrence déloyale qu'on vit, par exemple, vis-à-vis de l'Espagne ou de la Pologne, eux aussi vont la vivre puissance 50 avec les accords du Mercosur, sachant que c'est déjà le cas avec ce qu'on vit avec le CETA, donc avec ce qui vient du Canada.
Mais là, on va toujours plus loin vers une agriculture en plus, mais qui est dégueulasse dans la façon de produire. Enfin, c'est ça qui me sidère, c'est que entre le déplacement en tanker, vous vous rendez compte qu'on parle de trucs où les animaux seraient chargés vivants dans des tankers gigantesques qui font abattoir en mer. Alors, je vous demande comment seront traités le sang, les excréments et tout le tout team, plus les coûts énergétiques du tanker, pour ensuite arriver chez nous pour nous faire manger de la merde. Enfin, Ouais, je on est dans suis, je suis l'absurdité la mais plus totale, terrorisé, quoi. hein. Ouais, ouais, Oui, ouais, tout à fait. et puis je vous dis, en plus, il faut imaginer toutes les répercussions que ça va avoir. Enfin, quand on vous dit que ce sera la fin du monde agricole, c'est une réalité, hein. Le monde agricole est passé de 1 200 000 fermes à 400 000. Et là, si on laisse faire les accords du Mercosur, dans 10 ans, on est moins de 100 000, hein. Ah ouais, c'est terrible, terrible. Et vous, Sébastien Béraud, vos solutions concrètes pour qu'on sorte de cette décroissance de l'agriculture, de ces agriculteurs dont les fermes sont vendues, qui se suicident parfois parce qu'ils perdent leur terre, la terre de leur père souvent, et que c'est une honte pour eux, c'est terrible pour eux. C'est quoi les solutions pour vous? Mais c'est d'arrêter cette hémorragie, de garder nos exploitations familiales, parce qu'on voit bien le but du jeu, c'est de faire des grosses exploitations où on sera plus maître de la situation, ce sera des fonds d'investissement, ce sera les coopératives qui vont nous racheter notre capital social, donc nos terres, nos bâtiments. Donc, il faut vite trouver un plan Marshall et réinjecter de l'argent dans ces exploitations. Quand je vois qu'on a donné 15 milliards d'euros à l'Ukraine, on les a bien trouvés, et encore, on doit leur en donner 12 d'ici la fin du mois de juin, je crois. Donc, avec 15 milliards, j'ai compté, ça fait 40 000 ou 50 000 euros par exploitation. Déjà, je pense que ça fait une sacrée bouffée d'oxygène. Mais il faut pas donner de l'argent sans faire les choses comme il faut. Je pense que, voilà, il faut retourner la table. Non, en fait, si Il je vous faut, comprends bien, Sébastien, vous me parlez de solutions de court terme pour redonner de l'argent, prêter à taux zéro à des agriculteurs pour les sauver de la faillite. Et d'ailleurs, on oui, pourrait très bien imaginer sortir du marché européen de l'électricité pour vous, les factures diminuent, la baisse des taxes sur le gazole pour les sauver. Donc vous dites c'est absolument nécessaire. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ou ah ça ben les sauve qu'à oui, court terme? ben oui, il faut aller plus loin. Moi, là, c'est le plan A, tout de suite. On sauve ce qu'on peut sauver. Plan B, il faut sortir l'agriculture de l'OMC et de la bourse. C'est pas normal qu'on spécule sur des denrées alimentaires, c'est un scandale. C'est pour ça qu'après on obtient des multinationales qui sont plus en concurrence parce qu'elles ont bouffé tout le monde et qu'elles cherchent juste à faire du bénéfice pour être bien cotées en bourse. Et puis pour moi, il faut vite enclencher tout de suite le Frexit. Mais je sais bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc en attendant de le mettre en place, il faut sauver le monde. Mais je pense que pour que nos grandes surfaces elles nous fassent consommer des produits locaux, eh ben, il faut arrêter toutes ces importations massives, dégueulasses, avec des OGM, avec de l'huile de palme, avec tout ce qu'on ne fait pas en France. Il faut retrouver notre agriculture paysanne pour nourrir eh ben, nos lycées, nos maisons de retraite, notre cuisine locale. Mais, mais tout ça, je pense qu'il faut faire exploser ce système européen mondialiste. Je rends la parole à Pierre-Guillaume parce que pour vous, quel est le problème dans l'Union européenne? Dans l'Union européenne, qu'est-ce que ça pose comme problème de rester dans l'Union européenne pour les agriculteurs? Je vous donnais la parole à qui, là? J'ai pas compris. Je donne la parole à Sébastien et après je la redonne à Pierre-Guillaume. Ah, mais les agriculteurs, ils pensent que si on sort de l'Union européenne, il n'y aura plus de subventions. Mais il n'y aura plus de subventions de l'Europe, mais on peut donner des subventions en attendant que ça aille mieux aux françaises. Parce que, vous le savez très bien, Philippe, la France, elle cotise à hauteur de 27-28 milliards d'euros à l'Europe. Quand nous, on en ramasse à peine 10, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui se servent au passage. Il y a les collectivités locales et les communes. Moi, je vois, je suis conseiller municipal. Maintenant, vu qu'on a perdu de l'argent au niveau de la taxe d'habitation, on récupère des subventions de l'Europe. D'ailleurs, on n'a qu'à aller sur les primes PAC. On voit que beaucoup de communes ramassent des primes PAC, alors qu'ils ne sont pas mieux agriculteurs que moi, je suis évêque. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de donner de l'argent à l'Europe si c'est pas de l'argent qui retourne dans les caisses des agriculteurs, puisqu'au départ, la PAC était faite pour les agriculteurs, elle n'était pas faite pour les autres. Donc, on peut sortir de l'Europe, couper la poire au milieu et donner 15 milliards dans un premier temps aux agriculteurs. Il faut, parce que les gens, les agriculteurs, ils pensent que si on sort de l'Europe, on n'aura plus de primes. Mais ça, je suis bien d'accord avec eux que si on n'a plus de primes, déjà qu'on est mort, presque mort, ça sera la mort subite. Mais il faut être un peu intelligent. On sait très bien que l'argent, on donne plus à l'Europe qu'on en reçoit. Donc, on a de la marge de progression. Et dernière question. En fait, Pierre-Guillaume Mercadal pense, il dit, lui, que l'Europe
on peut faire une exception agriculturelle. Est-ce que vous pensez il faut sortir des traités de libre-échange ou qu'on a une chance que l'Europe dise oui, on va arrêter les traités de libre-échange et on annule les autres sur l'agriculture? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est impossible. Moi, j'ai plus confiance en cette Europe. On voit bien, on n'a aucune norme européenne d'un pays à l'autre. Ouais, je connais le discours de la CR, de la coordination rurale. Bon, je l'espère, Guillaume, avec la CR, mais quand il aura passé autant de temps que j'ai passé, il comprendra que ça avance pas. Moi, j'ai monté 2 listes dans mon département. En 2012, Bernard Lam est venu, président national. 2019, Véronique. C'est des braves personnes, je dis pas, mais il faut aller au bout de nos idées. Mais non, on peut plus rester dans cette Europe cannibale. Voilà, je connais leur discours, mais ça marchera pas. Malheureusement, je voudrais que ça marche. Je le souhaite de tout cœur, mais j'y crois plus, moi. J'y crois plus à tout ça. Il faut renverser la table. On n'a pas d'autre solution. Mais à vous, Mais Pierre-Guillaume. si, voilà, alors ce que je voulais dire, Sébastien, parce que c'est rigolo, parce que quand tu as coupé, quand ça a craché, j'ai donné exactement les mêmes solutions que toi. À Ah, savoir, et je te cache pas qu'en plus, au niveau de Véronique avec qui j'ai pu en discuter, elle les partage, c'est-à-dire les trois solutions que tu as données. Ce que tu as appelé un genre de plan Marshall, c'est ce qu'on appelle euh, l'exception agriculturelle française. Et je te rejoins sur toute ton analyse, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail sur l'Union européenne. Ensuite, sortir l'agriculture française de l'OMC. Et enfin, le Frexit. On n'est pas du tout en désaccord avec toi, en fait. Sur toute ouais, la mais ligne, on pense pareil. le problème, moi, tu sais, je suis un homme de terrain. Comme toi, je vais au combat. Je suis allé voir Véronique à Nantes. J'ai fait l'aller-retour Le Puy-en-Velay-Nantes dans la même journée. Je te garantis que ça a pas chômé. Eh ben, je lui ai dit, Véro, on sait très bien que la FNSEA, ils veulent jamais dire Brexit, ils veulent pas sortir des accords de libre-échange parce que c'est leur gagne-pain. Rousseau, la tête du groupe Avril, il gagne autant d'argent s'il fait venir de la viande de Nouvelle-Zélande, du lait d'Argentine, d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire Lactalis. Et je lui ai dit, putain, on se met tous ensemble, les non-syndiqués avec toi, tu marques Frexit, et tous les paysans qui veulent le Frexit, tu dis si on s'y met tous, on va les faire comprendre qu'il faut sortir, et on fait des élections chambre d'agriculture, un référendum sur l'Europe. Tout changer, on retourne la table. Elle me dit, ouais, Seb, c'est un peu tôt, t'as raison, mais je peux pas. Dans mon entourage, au niveau, je sais qu'elle est mal entourée, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas une Je mauvaise vais te dame. dire, je vais te dire, Sébastien, moi, ma dernière discussion avec Véronique, elle a 24 heures. Donc, tu vois, c'est pas. Euh, moi, ce que je t'assure, c'est qu'en fait, elle dit qu'il faut aller dans l'ordre, mais elle partage toutes tes positions et elle s'en cache pas. Et là, au congrès, moi, tu vois, là, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis à Poitiers pour le congrès national qui a demain et après-demain de la coordination rurale, et où c'est exactement ce que tu dis que je vais défendre. Donc voilà, on verra ce qui en ressort. Mais si on fait des vraies grosses actions, moi je te le dis, Sébastien, je te tends la main et j'espère qu'on fera des trucs ensemble. Pas spécialement dans mon patelin ou dans le tien, tu vois, mais sur des gros points régionaux ou nationaux. Il va falloir qu'on y soit tous, qu'on ramène tous les gens qu'on connaît et qu'on se batte, quitte à aller en garde à vue, quitte à aller en procès. Mais si on fait rien, Ah oui. moi, comme je dis toujours, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux, hein. Mais je suis d'accord Non. avec toi, hein. Non. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure l'émission. Moi, j'arrête juste ma casquette de monsieur loyal, juste pour vous dire une chose. En tant que politique qui connaît très bien l'Union européenne, en fait, c'est vrai qu'on a un vrai dossier sur l'Union européenne parce que si la France reste dans l'UE, il ne faut pas se leurrer, elle est obligée de respecter le droit européen, les traités de libre-échange qui sont signés, et aussi les règles européennes. C'est énervant, mais c'est ce qui est écrit dans notre Constitution. Donc, appartenir à l'Union européenne, c'est respecter les traités européens et tout le droit européen qui en découle. Et même ça va plus loin, puisque le traité de Lisbonne, qu'a signé Sarkozy et le Congrès, et qui s'impose à nous, en fait, eh bien, ce traité européen dit que le droit européen est supérieur au droit français. Donc, on n'a aucune chance de faire une loi française qui éclipserait une loi européenne, le droit européen. En fait, ce n'est pas possible puisqu'on a signé exactement le On peut contraire le faire par la dans le force. traité de Lisbonne. Je vous avoue, Pierre-Guillaume, je vous le laisse pour vous, hein, vous pensez qu'on peut faire une exception agriculturelle. J'ai beaucoup du mal à le croire. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que pour faire ça, il faudrait renégocier tous les traités de libre-échange avec tous les autres pays et puis imposer que les nouveaux traités y aient une clause agriculturelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a plein de pays en Europe qui s'en foutent de leur agriculture. C'est-à-dire que la Suède veut même pas de politique agricole commune. C'est qu'elle aimerait bien annuler. Et beaucoup de pays du Nord s'en foutent parce qu'ils n'ont pas une agriculture très faible et ils préfèrent importer de la nourriture de l'étranger pas cher.
Donc, je pense que c'est un petit peu une vision idyllique. Moi, j'y crois absolument pas. Mais voilà, je vous laisse vos conclusions quoi, sur le sujet. Bon, en tout cas, je vous Moi, remercie beaucoup. moi, comme je vous Vas-y. dis, moi, je pense que si on met suffisamment le bordel dans ce pays, si la France veut exiger un truc de l'Union européenne, elle a tous les jours la force de l'exiger, hein. Parce que si la France s'en va, l'Union européenne, elle est terminée, hein. Donc, je pense qu'on peut exiger beaucoup de choses. Mais c'est ma vision. D'accord. Ouais, ouais. Bon, sachant que dernier problème, c'est qu'on n'a pas notre monnaie puisque c'est eux qui tiennent le portefeuille de la bourse, c'est la Banque centrale européenne, donc l'Union européenne qui tient la bourse. Et quand on ne tient pas sa bourse, c'est compliqué, quoi. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie tous les deux beaucoup pour cette émission qui était passionnante. Vous avez des légères divergences, quoi, mais sur l'essentiel, vous convergez et vous avez une vision. Bah, vous voulez qu'on retrouve notre souveraineté alimentaire, vous avez raison, parce que vous voulez pas que les Français crèvent de faim et vous voulez que les agriculteurs puissent vivre et une agriculture plus familiale, à taille humaine, et pas une agriculture avec des fermes complètement gigantesques qui fait une nourriture de mauvaise qualité, sans compter les produits importés de mauvaise qualité qu'on fait manger aux Français. Donc, je vous remercie à tous les deux et excellente soirée. Merci. Bonne soirée à vous.